Elle a été humiliée au tribunal jusqu'à ce qu'elle révèle qui elle était vraiment, le juge a été choqué. Abonnez-vous maintenant pour vivre ce voyage d'histoire vraie de dépassement, de foi et de nouveaux départs. L'air matinal à Paris était mordant, mais pas autant que le froid que Adèle ressentait au creux de l'estomac. Chaque pas sur le pavé semblait faire écho au battement accéléré de son cœur, une symphonie dissonante de peur et d'un courage nouvellement découvert. Le palais de justice, imposant et austère, se dressait devant elle comme un colosse de marbre et de verre, un labyrinthe de lois et de formalités où elle, Adèle Dupont, une femme dont les mains connaissaient la rudesse du travail et la dignité de la lutte quotidienne, n'avait jamais imaginé mettre les pieds. Elle n'était pas là par choix, mais par une vérité qui refusait d'être réduite au silence. Une vérité qui, pour beaucoup, sonnait comme la plus absurde des fantaisies, celle d'être la fille de Gérard Fournier, le magnate dont la fortune était aussi vaste que son influence. L'ironie était cruelle, tandis qu'il vivait dans un monde de privilèges et de secrets bien gardés, Adèle grandissait en marge, façonnée par la résilience et par l'absence d'un père qu'elle n'avait connu qu'à travers des chuchotements et une photographie fanée. En franchissant les portes tournantes, le brouhaha du hall l'enveloppa. Des avocats en costumes impeccables glissaient comme des ombres, leur voix basse et confiante. Adèle, dans sa robe simple mais digne, se sentit un corps étranger dans cet univers de pouvoir. Les regards, rapides et curieux, semblaient la percer, l'évaluant, la jugeant avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Elle serra la hanse de son sac, où reposait la seule preuve qui pourrait démanteler le mur de préjugés qui l'attendait. La salle d'audience était un amphithéâtre d'attente. Des bancs de bois poli, la tribune élevée du juge, la table de la défense et de l'accusation, tout y exhalait une formalité oppressante. Adèle s'assit sur la chaise désignée, sentant la sueur froide sur les paumes de ses mains. Autour d'elle, le public, en majorité, était composé de figures de la haute société parisienne, dont les regards de dédain étaient aussi palpables que l'air conditionné glacial. Ils la voyaient comme une intruse, une tache dans un tableau d'opulence et de tradition. De l'autre côté de la salle, la personnification du mépris. Antoine, Clément et Marine Fournier, les enfants légitimes de Gérard, étaient assis avec une posture de supériorité inébranlable. Impeccables dans leurs vêtements de marque, ils semblaient flotter dans une aura de privilège, étrangers à la réalité que Adèle représentait. Leur sourire était fin, leur chuchotement, venimeux. C'est un outrage, siffla Marine, sans se soucier de dissimuler sa voix. Comment cette femme a-t-elle l'audace de se dire notre sœur? C'est une farce ridicule. Antoine, avec un sourire moqueur qui n'atteignait pas ses yeux froids, ajouta, le juge va mettre fin à cette mascarade en quelques minutes. Elle n'a aucune chance. Adèle entendit chaque mot, chaque rire étouffé. Ce n'était pas nouveau. Toute sa vie avait été un écho de voix qui tentait de minimiser son existence, qui lui rappelait sa place inférieure. Mais, contrairement à d'autres fois, aujourd'hui ces mots ne l'ébranlaient pas. Ils ne faisaient que solidifier sa détermination. Elle n'était pas là pour être acceptée par eux, mais pour revendiquer une vérité qui lui appartenait de droit. Le son sec du marteau du juge Rémy Martin résonna dans la salle, coupant le brouhaha. Un homme aux traits durs, avec un regard impatient derrière des lunettes à monture fine, il semblait l'incarnation même de l'autorité incontestable. Son expression laissait clairement entendre qu'il n'y avait pas de place pour les sentimentalismes ou les écarts. Allons droit au but, déclara-t-il, feuilletant quelques papiers avec un désintérêt calculé. La requérante, Adèle Dupont, affirme être la fille biologique du défunt Gérard Fournier et demande la reconnaissance de paternité, ainsi que sa part de l'héritage. Un silence tendu s'installa. Les frères et sœurs Fournier croisèrent les bras, leur visage affichant une confiance presque théâtrale, comme si l'affirmation d'Adèle était la plaisanterie la plus hilarante qu'ils aient jamais entendue. Le juge Martin leva les yeux, les fixant sur Adèle. Ses yeux, froids et jugeants, semblaient déshabiller son âme. « Mademoiselle Dupont, commença-t-il, sur un ton empreint de mépris, je vous préviens d'emblée que ce tribunal ne tolère pas les escroqueries et les tentatives de fraude. Nous traitons avec un nom respecté, une famille traditionnelle et un patrimoine de grande valeur. J'en ai vu beaucoup tenter ce genre de stratagème bon marché. » Les mots tombèrent sur Adèle comme des pierres. Son visage brûlait, mais elle ne baissa pas la tête. Elle n'était pas là pour l'argent, bien que l'héritage fût un droit. Elle était là pour la vérité, pour la dignité d'une vie entière de silence et de déni. Le juge s'inclina légèrement vers l'avant, un sourire sec et condescendant jouant sur ses lèvres. Il l'analysa de la tête aux pieds, s'attardant sur ses vêtements simples, sur ses mains marquées par le temps, sur sa peau foncée. « Je me demande, se moqua-t-il, comment quelqu'un comme vous pourrait être la fille d'un homme comme Gérard Fournier.
De légers rires résonnèrent dans la salle. Les frères et sœurs Fournier échangèrent des sourires de satisfaction, leurs yeux brillants de triomphe. Adèle sentit un nœud se former dans sa gorge, mais ce n'était pas du désespoir, mais plutôt une rage contenue, une flamme qui s'allumait dans sa poitrine. « Êtes-vous sûr que vous n'essayez pas simplement de profiter de la situation ?» questionna le juge, son regard défiant. « Parce que quelqu'un comme Gérard, un homme blanc, riche et influent, reconnaîtrait-il quelqu'un comme vous comme sa fille ?» Le silence qui suivit fut suffocant, lourd du poids du préjugé et de l'injustice. Adèle sentit chaque regard sur elle, attendant de la voir céder, de la voir abandonner. Mais il ne savait pas une chose, elle n'abandonnerait pas. Pas après tout ce qu'elle avait traversé, pas après avoir porté cette vérité si longtemps. Inspirant profondément, Adèle leva le menton et regarda directement dans les yeux du juge, sa voix ferme et claire, coupant le silence comme une lame affûtée. « J'ai des preuves, monsieur le juge. Et quand je les présenterai, vous regretterez chaque mot que vous avez prononcé. » Le tribunal se figea. Le visage du juge commença à perdre sa couleur, son expression de supériorité vacillant un instant. Le brouhaha nerveux brisa le silence, personne ne s'attendait à une telle fermeté de la part d'une femme que tous avaient jugée fragile. Là, elle se tenait, la tête haute, faisant face au juge avec un regard défiant. Le juge Martin fronça les sourcils, l'irritation évidente sur ses traits. Il n'était pas habitué à être confronté, encore moins par quelqu'un qu'il considérait comme si insignifiant. Son autorité, auparavant incontestable, semblait avoir été égratignée par l'audace d'Adèle. Des preuves, le juge laissa échapper un rire sec, qui n'atteignit pas ses yeux. C'est intéressant. Mais je me demande quel genre de preuves une femme comme vous pourrait avoir. Un témoignage inventé? Une histoire mélodramatique pour toucher le cœur des naïfs? Des rires résonnèrent dans la salle, provenant du banc de la défense et des frères et sœurs Fournier eux-mêmes. Marine jeta un regard venimeux à Adèle, comme si elle était devant une pièce de théâtre de mauvais goût. « C'est une perte de temps, monsieur le juge », intervint maître Antoine Blanc, l'avocat de la famille Fournier, un homme aux cheveux gris et à la voix posée, qui exhalait une arrogance polie. « Cette femme est clairement ici pour l'argent. Elle n'a même pas un nom de famille qui la relie à la respectable lignée des Fournier. Voyez, Adèle Dupont. Un nom commun, sans distinction. Un nom commun, répéta Antoine, croisant les bras, un sourire moqueur sur les lèvres. Cela en dit long, n'est-ce pas? Clément rit, se penchant en arrière dans sa chaise comme si l'audience était un spectacle monté exclusivement pour son divertissement. La scène était un portrait de l'impunité, de la certitude que le pouvoir et l'argent prévaudraient toujours. Adèle sentit sa poitrine se serrer, mais elle ne détourna pas le regard. Elle avait attendu ce moment trop longtemps pour être réduite au silence maintenant. L'humiliation publique, le mépris voilé, tout cela ne faisait qu'alimenter sa flamme intérieure. « Monsieur le juge, je suis prête à présenter la preuve définitive », insista Adèle, sa voix résonnant avec une conviction inébranlable. Le juge, cependant, semblait déterminé à la ridiculiser encore plus. Il se pencha en avant, un regard chargé de supériorité sur son visage. « Allons, mademoiselle Dupont. Éclairez-nous avec votre grande révélation. Nous sommes tous impatients de témoigner de ce que votre imagination fertile a produit. » Un silence pesant s'installa de nouveau. Adèle respira profondément, l'air semblant dense et chargé d'attente. Lentement, elle ouvrit le sac qu'elle portait, ses mouvements délibérés, presque cérémoniels. De l'intérieur, elle en sortit une enveloppe scellée, la tenant fermement entre ses doigts. « Voici, » dit-elle, sa voix ferme, sans la moindre hésitation. Le test ADN. La réaction fut instantanée et viscérale. Les frères et sœurs Fournier se regardèrent, la confiance disparaissant de leur visage comme de la fumée. Le sourire d'Antoine se figea, et Marine pâlit, se penchant en avant avec un regard de pur désespoir. « C'est falsifié !» s'exclama Marine, la voix étranglée. L'avocat de la famille se leva rapidement, sa voix maintenant teintée d'urgence. « Je proteste, monsieur le juge. Ce test a pu être manipulé. Nous ne connaissons pas la provenance, la chaîne de contrôle, c'est inadmissible. » Le juge, qui jusque-là semblait calme et sûr de sa position, changea d'expression un bref instant. Ce fut rapide, presque imperceptible, mais Adèle le remarqua. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait de vraies preuves, quelque chose d'aussi concret et irréfutable. Un éclair de surprise, peut-être même d'appréhension, traversa ses yeux. Et puis, quelque chose d'inattendu arriva. Le juge Martin prit l'enveloppe des mains d'Adèle.
Mais avant de l'ouvrir, il regarda directement les frères et sœurs Fournier et sourit. Ce fut un sourire discret, presque imperceptible, un mouvement subtil des lèvres qui n'atteignit pas ses yeux, mais ce fut suffisant pour qu'Adèle ressente un frisson dans le dos. Une sensation glaciale que quelque chose n'allait pas du tout, que ce sourire cachait un sombre secret. La défense a raison, déclara le juge, se tournant de nouveau vers Adèle, sa voix retrouvant son ton d'autorité, mais avec une note de fausseté que seule Adèle semblait percevoir. Nous ne pouvons pas faire confiance à n'importe quel document présenté ainsi, sans preuve d'authenticité. C'est une procédure standard. Adèle resta immobile, le cœur battant fort dans sa poitrine. Elle savait exactement ce qui se passait. Le juge gagnait du temps. Il protégeait les Fournier. J'exige que le test soit analysé immédiatement, dit-elle, gardant son calme, mais avec une intensité qui surprit tout le monde. Mais le juge Martin secoua la tête, toujours avec ce sourire énigmatique. Je suis désolé, mademoiselle Dupont, mais ce tribunal a ses règles. Et ce jugement sera reporté pour réévaluation de la preuve. Nous avons besoin de temps pour vérifier l'authenticité de ce document, pour nous assurer qu'il n'y a pas de manipulation. Les frères et sœurs d'Adèle échangèrent des sourires victorieux, un éclat de triomphe dans leurs yeux. Ils avaient le juge de leur côté. Le monde d'Adèle tourna un instant. La vérité était là, entre ses mains, mais on essayait quand même de la faire taire, de la reporter, peut-être même de la détruire. Mais elle n'abandonnerait pas. Car si le juge pensait pouvoir la manipuler, pouvoir utiliser les règles du tribunal pour étouffer la vérité, il était sur le point d'apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais. Ce sourire discret du juge, ce regard complice avec les Fournier, alluma une nouvelle flamme en Adèle, la flamme de la méfiance et la certitude qu'il y avait quelque chose de bien plus important en jeu qu'un simple héritage. Le tribunal était plongé dans un silence lourd, presque suffocant. Le juge Rémy Martin tenait l'enveloppe contenant le test ADN, mais son regard, auparavant chargé d'une autorité inébranlable, semblait maintenant vaciller. Adèle se tint fermement, le regard planté dans le sien, une force silencieuse émanant de sa posture. Elle ne reculerait pas. Plus jamais. Tiens, murmura Antoine, rompant le silence avec un ton de raillerie renouvelé, il semble que mademoiselle Dupont n'ait pas beaucoup de chance aujourd'hui. La vérité, comme toujours, prévaut, notre vérité, bien sûr. Marine rit doucement, un son cruel qui égratigna les nerfs d'Adèle. Tu as vraiment cru que ce serait si facile, ma chère? Qu'un morceau de papier falsifié changerait le destin d'une famille comme la nôtre? Adèle respira profondément. Son cœur battait la chamade, mais ce n'était pas de peur. C'était une indignation croissante, une fureur silencieuse qui bouillonnait dans sa poitrine. Elle avait grandi en entendant qu'elle n'appartenait pas à certains endroits, que, étant une femme noire et humble, son destin était tracé, limité, sans grandes aspirations. Mais maintenant, face à ce théâtre d'injustice, à cette farce éhontée, elle réalisa quelque chose qui la fit se relever encore plus forte, ils avaient peur d'elle. Le simple fait qu'elle soit là, exigeant ses droits, défiant l'ordre établi, les dérangeait profondément. Ils ne l'avaient pas vue comme une menace jusqu'à ce moment, juste comme une gêne à expédier rapidement. Mais maintenant, l'incertitude commençait à corroder la confiance sur leur visage. Lentement, Adèle décroisa les bras et fit un pas en avant, sa voix résonnant avec une clarté qui coupa l'air. Monsieur le juge, avec tout le respect que je vous dois, je commence à croire que ce tribunal ne cherche pas la vérité, mais plutôt à protéger des intérêts. Des intérêts très spécifiques, d'ailleurs. Toute la salle fut choquée. Un brouhaha se répandit parmi les avocats et les spectateurs. Personne, absolument personne, ne parlait à un juge de cette manière. L'audace d'Adèle était sans précédent. Le juge Martin haussa les sourcils, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Son visage, auparavant pâle, commença à prendre une teinte rougeâtre. « Qu'avez-vous dit ?» demanda-t-il, la voix froide, mais avec une note de danger contenue. Adèle maintint son regard fixé sur le sien, sans faillir. « J'ai dit qu'il semble que ce tribunal ait un verdict avant même d'analyser les preuves. Après tout, quel genre de justice rejette un test ADN sans même l'analyser? Quel genre de juge refuse de voir la vérité quand elle est juste devant lui? » Le public se tendit. Certaines personnes, jusque-là indifférentes à l'affaire, commencèrent à regarder le juge avec curiosité et méfiance. La graine du doute avait été semée. Le juge Martin racla sa gorge, visiblement mal à l'aise, son attitude autoritaire commençant à se désintégrer. « Mademoiselle m'accuse de partialité ?» Adèle ne détourna pas le regard.
Je vous demande de faire votre devoir, monsieur le juge. Vous avez été rapide à juger mon apparence, mon origine, ma condition sociale. Vous avez été rapide à m'humilier publiquement. Mais vous ne pouvez pas être rapide pour ouvrir cette enveloppe? Vous ne pouvez pas être rapide pour chercher la vérité, peu importe qui elle favorise. Le visage du juge devint rouge de colère, ses mains serrant l'enveloppe avec force. C'est un affront. Un mépris total de l'autorité de ce tribunal. Mais avant qu'il ne puisse poursuivre sa réprimande, une voix surgit du fond du tribunal, coupant l'air avec une autorité inattendue. Je proteste, monsieur le juge. Tous se retournèrent. C'était maître Antoine Blanc, l'avocat d'Adèle, un homme discret jusque-là, qui était resté dans l'ombre, observant et analysant. Mais maintenant, il avançait vers le centre de la salle, sa voix ferme et résonnante. Ma cliente a raison, déclara maître Blanc, sa présence emplissant l'espace. Le test ADN est une preuve scientifique, monsieur le juge. Le nier sans justification plausible peut être interprété comme une obstruction à la justice. Et, avec tout le respect que je vous dois, la conduite de votre Excellence dans cette affaire a été, pour le moins, contestable. Plus de murmures dans l'assistance. Le juge déglutit. Il réalisa qu'il était maintenant observé d'une autre manière, non seulement par le public, mais par ses pairs, par les journalistes qui commençaient à s'agiter dans les galeries. La situation lui échappait. Il n'est pas nécessaire de reporter cette audience, continua l'avocat d'Adèle, sa voix gagnant en puissance. Nous pouvons envoyer le test pour vérification immédiate, sous la supervision d'experts indépendants, si votre Excellence le désire. Sinon, cette affaire sera portée devant une instance supérieure. Et je vous garantis que les implications pour la réputation de ce tribunal et de ses membres seront sévères. Le visage du juge Martin était visiblement tendu, son expression de fureur remplacée par une de panique croissante. Il avait perdu le contrôle de la situation. Les frères et sœurs Fournier se regardèrent nerveusement, l'arrogance s'évanouissant de leur visage. Antoine fut le premier à se lever, sa voix étranglée. « Monsieur le juge. C'est absurde. Cette femme essaie de nous tromper. Elle manipule la situation. » Adèle le regarda, ses yeux brillant d'une détermination inébranlable. « Si vous êtes si sûr que je suis une imposteur, pourquoi avez-vous peur d'un simple test ADN? Pourquoi refusez-vous de voir la vérité? » Le silence fut absolu. Le tribunal entier se figea. Adèle savait qu'elle avait gagné le premier round. La bataille était encore loin d'être terminée, mais la première fissure dans le mur de l'injustice avait été faite. Et elle était prête à abattre le reste. Le tribunal était immobile, suspendu dans un silence lourd de tension. Personne n'osait dire un mot. Le juge Rémy Martin tenait l'enveloppe contenant le test ADN, mais il ne semblait plus aussi confiant qu'auparavant. Le masque d'autorité inébranlable s'était fissuré, révélant un aperçu de panique derrière. Adèle se tint ferme, le regard directement dans le sien, une force silencieuse émanant de sa posture. Elle ne reculerait pas. Maître Antoine Blanc, l'avocat d'Adèle, insista une fois de plus, sa voix résonnant avec la clarté de la raison. « Monsieur le juge, si ce tribunal recherche la justice, il n'y a aucune raison de reporter la vérification de la preuve. Le test peut et doit être analysé immédiatement. Le retard ne fait que soulever des soupçons sur l'impartialité de ce processus. » Le juge tambourina des doigts sur la table, le son sec et nerveux brisant le silence. Il était clairement mal à l'aise, acculé. « Très bien, dit-il enfin, sa voix un peu plus faible qu'avant, essayant de maintenir l'autorité qui lui échappait. Nous allons procéder à l'analyse du test. Que la volonté de la cour soit faite. » Un murmure de surprise parcourut la salle. Il avait cédé. Les frères et sœurs Fournier, qui jusqu'alors affichaient des sourires arrogants et des regards de mépris, étaient maintenant tendus, leur visage pâle. Marine serra le bras d'Antoine, murmurant quelque chose d'inaudible, ses yeux écarquillés de désespoir. Clément fixait l'enveloppe, comme s'il voulait la détruire par la seule force de son esprit. Un huissier de justice, avec des mouvements précis, prit l'enveloppe scellée et la remit à l'expert responsable de l'analyse. L'expert, un homme au visage sérieux et professionnel, retira le document avec prudence et commença à lire, ses yeux parcourant attentivement les lignes. Le tribunal entier retint son souffle, le temps semblant s'étirer en une éternité. Finalement, l'expert leva les yeux, sa voix claire et objective, coupant l'air comme un couteau. Le test ADN confirme, avec 99,9% de certitude, que la requérante Adèle Dupont est la fille biologique de Gérard Fournier.
Le choc fut instantané et dévastateur. Marine pâlit, titubant légèrement sur sa chaise. Antoine ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit, seulement un son guttural d'incrédulité. Clément serra les poings, les yeux écarquillés, son visage tordu dans un mélange de rage et de désespoir. Adèle sentit un nœud dans la gorge, un mélange bouleversant de soulagement, d'émotion et d'une pointe de tristesse. Elle savait que c'était vrai, elle l'avait toujours su. Mais l'entendre officiellement, validé par la science, fut comme une vague de soulagement qui l'inonda, lavant des années de doutes et d'humiliation. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage, mais c'étaient des larmes de victoire, non de douleur. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, un nouveau rebondissement, un dernier acte désespéré de déni, se produisit. « C'est une fraude !» cria Antoine, se levant brusquement, sa voix rauque de fureur. Tous se tournèrent vers lui. « Ce test a dû être manipulé. Elle vous a tous trompés. C'est une imposteur. » Marine le rejoignit rapidement, sa voix hystérique. « Oui. Ce n'est pas possible. Mon père n'aurait jamais une fille comme elle. C'est impossible. » Les murmures d'incrédulité empirent la salle, mais ce que personne n'attendait, c'est ce qui allait suivre. Maître Antoine Blanc, l'avocat d'Adèle, sortit une autre enveloppe de son porte-document, un sourire subtil jouant sur ses lèvres. « Curieux, dit-il, sa voix calme et contrôlée, contrastant avec le chaos qui s'installait. Parce qu'ici se trouve une lettre écrite par Gérard Fournier lui-même, où il reconnaît Adèle comme sa fille et exprime son désir de corriger l'erreur du passé, de réparer une injustice qui le hantait. » Un autre choc au tribunal. L'avocat remit le document au juge, qui prit le papier avec des mains tremblantes. Le juge Martin lut les lignes, ses yeux parcourant les mots qui scellaient non seulement le destin d'Adèle, mais aussi le sien. « Ceci doit être analysé », murmura le juge Martin, sa voix presque inaudible, un filet d'espoir désespéré dans son ton. Mais tous savaient la vérité. Elle ne pouvait plus être contestée. La preuve était irréfutable, la confession du magnate lui-même, un coup final à la farce des Fournier. Les frères et sœurs Fournier étaient finis, leur visage tordu de désespoir. Le juge qui avait tenté de discréditer Adèle, qui s'était moqué de son origine et avait tenté de manipuler le processus, était maintenant sans issue, acculé par la vérité qu'il avait tant essayé de supprimer. Adèle respira profondément, sentant le poids de ce moment. Enfin, elle avait gagné. La justice, bien que tardive et difficilement obtenue, avait été rendue. Mais avant de pouvoir célébrer, il restait un dernier acte à se dérouler, un règlement de compte qui changerait à jamais le destin de toutes les personnes impliquées. Le tribunal était sous le choc. La preuve était incontestable, irréfutable. Adèle était, en effet, la fille légitime du millionnaire Gérard Fournier. Les frères et sœurs, qui auparavant la ridiculisaient avec des sourires moqueurs, semblaient maintenant pétrifiés, leur visage déformé par un mélange d'incrédulité et de désespoir. Antoine passait les mains dans ses cheveux, transpirant à froid, sa posture arrogante s'effondrant. Marine, qui la regardait auparavant avec supériorité, était maintenant muette, les yeux embués d'un désespoir qu'elle n'avait jamais imaginé ressentir. Clément fut le premier à exploser, sa voix un rugissement de fureur et de déni. « Ce n'est pas possible. C'est une conspiration. Ce test a dû être manipulé. C'est une farce. » L'avocat d'Adèle, maître Antoine Blanc, prévoyant déjà la réaction, fut froid et objectif, sa voix coupant l'hystérie. « Si monsieur souhaite contester l'examen, nous pouvons demander un nouveau test avec un laboratoire indépendant, sous stricte supervision judiciaire. Mais je dois vous rappeler que ce test a été réalisé sous ordonnance judiciaire et supervisé par des experts de renom. Le déni sans preuve concrète de fraude ne fait que corroborer la validité du résultat. » Le silence qui suivit fut suffocant. Les frères et sœurs Fournier étaient acculés, sans argument, sans issue. Mais la pire réaction vint du juge lui-même, le juge Rémy Martin. Il tenait la lettre écrite par Gérard Fournier d'une main tremblante, son visage, auparavant chargé d'arrogance et de préjugés, était maintenant pâle, baigné de sueur froide. Il n'avait jamais imaginé qu'il perdrait le contrôle de la situation de manière si spectaculaire. Tentant de reprendre sa posture autoritaire, il se racla la gorge, sa voix défaillante. « Malgré tout, nous devons analyser les intentions de cette requérante. L'héritage est une affaire délicate. » Mais il fut interrompu brutalement, un coup final qui scellerait son destin. L'avocat d'Adèle sortit une autre preuve inattendue, une enveloppe qu'il avait gardée pour le bon moment. « Monsieur le juge, avant de poursuivre, il y a quelque chose que vous devriez voir, » dit Maître Blanc,
sa voix chargée d'une gravité qui fit retenir leur souffle à tous les présents. Il remit la nouvelle enveloppe à un huissier de justice, qui s'approcha du banc du juge. C'est un document qui prouve votre relation, monsieur le juge, avec la famille Fournier. Le juge Martin déglutit, les yeux écarquillés. Adèle fronça les sourcils, que se passait-il? L'avocat continua, sa voix résonnant dans chaque recoin de la salle. Nous avons enquêté sur vos mouvements financiers, monsieur le juge, et nous avons découvert que vous avez reçu d'importants dépôts d'entreprises liés à la famille Fournier ces dernières semaines. Des dépôts qui, curieusement, coïncident avec la période qui a précédé ce procès. Le public s'agita. Des murmures commencèrent à monter dans le tribunal, se transformant en un brouhaha assourdissant. Adèle sentit son cœur s'emballer, la vérité tombant avec une clarté effrayante. Vous n'avez pas seulement mené ce procès avec partialité, monsieur le juge, continua Maître Blanc, sa voix maintenant un tonnerre d'indignation, mais vous avez tenté d'empêcher qu'une femme noire et d'origine humble ait accès à ce qui lui revenait de droit. Vous avez tenté d'utiliser votre position de pouvoir pour dissimuler une fraude et perpétuer une injustice. La bombe avait été lancée. Le juge Martin resta immobile, son visage était paniqué, ses yeux cherchant désespérément une issue. Il regarda les frères et sœurs Fournier, mais Antoine détourna le regard, Marine porta la main à sa bouche, leur propre monde s'écroulant. Ils sombraient ensemble. C'est un outrage, dit le juge, d'une voix tremblante, presque inaudible. Cette accusation est absurde. Une calomnie. Mais l'avocat avait déjà prévu sa réaction. Monsieur le juge, ce document a déjà été transmis au Conseil supérieur de la magistrature. S'il y a la moindre tentative de clore ce procès de manière irrégulière, ou de supprimer la vérité, les mesures appropriées seront prises. L'enquête est déjà en cours. Le juge était fini. La salle explosa en murmures, certains avocats chuchotaient entre eux, certains membres de la presse sortaient déjà leur téléphone portable pour commencer à relater le scandale qui se déroulait sous leurs yeux. Adèle vit le masque de pouvoir du juge Martin se dissoudre devant elle, révélant un homme petit et corrompu. Son avocat se tourna vers les frères et sœurs Fournier et déclara haut et fort, pour que tout le monde entende, au vu des preuves présentées, mademoiselle Adèle Dupont est officiellement l'héritière légitime de la fortune de Gérard Fournier. Justice a été rendue. Le désespoir se peignit sur les visages des frères et sœurs. Ce n'est pas possible, murmura Marine, sa voix défaillante, les larmes coulant. Antoine, auparavant arrogant et plein d'assurance, s'assit lentement, les mains sur la tête, le monde s'effondrant sur lui. Clément, le plus agressif, tenta de contre-attaquer. Ce n'est pas fini. Nous allons faire appel. Nous nous battrons jusqu'au bout. Adèle sourit enfin, un sourire de triomphe et de sérénité. Faites appel autant que vous voulez. La vérité est déjà apparue. Et la vérité, mes chers, est irréfutable. Le tribunal était en effervescence. La femme qui avait été humiliée, moquée et méprisée, venait de prendre une revanche spectaculaire. Mais cette victoire aurait encore des répercussions. Le tribunal se vidait maintenant lentement. Les caméras de la presse enregistraient chaque détail de l'issue inattendue. Adèle, la femme qui avait été humiliée, sortait maintenant du tribunal en vainqueur. Mais pour elle, ce n'était pas seulement une victoire judiciaire, c'était une question de dignité, de reconnaissance, de toute une vie de lutte. Dehors, les frères et sœurs Fournier étaient bouleversés. C'est un cauchemar, murmura Marine, se tenant la tête dans les mains. Notre nom, notre famille, tout a été ruiné par cette femme. Antoine grogna, les yeux pleins de haine. Mais Adèle, qui les observait de loin, ne ressentait aucune rancœur. Elle avait conquis ce qui lui revenait de droit, mais l'argent, pour elle, n'avait jamais été l'objectif final. L'avocat s'approcha, tenant le porte-document contenant les documents officiels. Adèle, maintenant que tout est réglé, vous avez plein droit sur votre part de l'héritage. Voulez-vous que nous commencions les démarches pour le transfert des biens et des comptes bancaires? Elle le regarda calmement et sourit légèrement. Non. Pas encore. L'avocat la regarda, confus. Comment ça? Adèle soupira et se retourna pour regarder une dernière fois le palais de justice. Là, dans ce bâtiment imposant, elle avait été humiliée, ridiculisée et traitée comme une imposteur. Mais c'est là aussi que la vérité avait éclaté, que sa voix avait été entendue. Avant de penser à l'argent, Maître Blanc, je veux trouver les personnes qui en ont vraiment besoin. Je veux que cet héritage serve un but plus grand. L'avocat écarquilla les yeux. Vous dites que vous allez donner votre héritage?
Une partie? Une partie, oui, confirma Adèle. Les frères et sœurs, qui étaient encore à proximité, s'étouffèrent presque en entendant cela. Quoi? Marine s'avança vers Adèle, indignée. Tu as traversé tout ça, tu as gagné, et maintenant tu veux gaspiller de l'argent. Adèle la regarda avec un regard serein, mais ferme. L'argent ne signifie rien s'il ne peut faire de différence dans la vie de quelqu'un. S'il ne peut être un outil pour la justice pour laquelle j'ai tant lutté. Marine resta sans voix. Antoine serra les poings. Tu es une idiote. Adèle sourit. Non, Antoine. Je suis libre. Et à ce moment-là, elle réalisa que sa plus grande victoire n'était pas dans l'héritage, mais dans la vérité qui fut enfin reconnue, dans la dignité qu'elle retrouva et dans la liberté de choisir son propre chemin. Les jours passèrent et la nouvelle de la victoire d'Adèle Dupont se répandit dans toute la ville. La femme humble, rejetée et humiliée au tribunal, avait prouvé sa vérité et conquis ce qui lui revenait de droit. Mais ce qui choqua le plus tout le monde ne fut pas seulement sa victoire, ce fut ce qu'elle en fit. Après la dénonciation de maître Antoine Blanc, l'avocat d'Adèle, le juge Rémy Martin fut immédiatement démis de ses fonctions. Sa participation à des stratagèmes illégaux et sa partialité flagrante contre Adèle furent enquêtées et exposées par la presse. La justice ne pardonna pas. Quelques mois plus tard, il fut condamné pour corruption passive et faute administrative. Le même homme qui avait utilisé sa position pour humilier et mépriser Adèle voyait maintenant sa propre réputation détruite, sa vie en ruine. La vie rend l'appareil, et cette fois, elle l'a fait avec des intérêts. Sans le soutien du juge corrompu et sans plus d'arguments, les frères et sœurs d'Adèle furent contraints d'accepter la réalité. Antoine, Marine et Clément tentèrent de faire appel, mais toutes leurs demandes furent rejetées. La vérité était déjà prouvée, et l'opinion publique, auparavant aveugle, était maintenant du côté d'Adèle. Sans issue, ils s'enfoncèrent dans les dettes, essayant de maintenir un train de vie qu'ils ne pouvaient plus soutenir. Leur arrogance les a empêchés de comprendre une chose, l'argent n'achète ni le caractère, ni la dignité. Pendant que les frères et sœurs s'enfonçaient dans leur propre avidité et désespoir, Adèle décida d'utiliser son héritage pour transformer des vies. Elle aurait pu devenir millionnaire et vivre entourée de luxe, mais elle opta pour quelque chose de plus grand. Elle créa un institut pour aider les femmes noires et humbles à faire valoir leurs droits en justice. Elle savait par expérience ce que c'était d'être discréditée, humiliée et injustement traitée. Maintenant, elle se battrait pour qu'aucune autre femme ne vive ce qu'elle avait vécu. Le nom d'Adèle Dupont devint synonyme de courage, de dignité et de justice sociale. Lors de la dernière audience, avant de signer les papiers officialisant son héritage, Adèle regarda le tribunal une dernière fois. Ce même lieu où elle avait été humiliée, où son âme avait été exposée à l'examen minutieux et au mépris, voyait maintenant sa victoire. Elle se leva, se dirigea vers la sortie et, avant de franchir la porte, sourit. Parce qu'au final, justice avait été rendue, et la vérité, malgré tous les efforts pour la faire taire, trouve toujours un chemin pour éclater. Si cette histoire vous a touché, partagez cette vidéo, laissez votre commentaire et identifiez ici quelqu'un qui a besoin de croire davantage en soi. Rappelez-vous, chaque histoire de dépassement inspire des centaines d'autres personnes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires qui émeuvent, inspirent et montrent que rien n'est impossible pour celui qui n'abandonne jamais. Et rappelez-vous, votre place est là où vous voulez être, ne laissez jamais personne vous dire le contraire.